Pasi, Tokomi Kosila Lokola Nyamae, Nyamae, Nyamae. Modeste Mboningaba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a annoncé des concertations en vue de renforcer la cohésion nationale. Il les avait annoncées pour le début de l'année. Là, on a déjà entamé le deuxième trimestre. Ça traîne. Est-ce que pour vous, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, vous trouvez des raisons qui puissent justifier ce retard ou bien cette tergiversation du chef de l'État? Cette tergiversation il y a? Ben, je ne pourrais pas répondre à la place de ceux qui, autour du chef de l'État, j'imagine, l'aident à finaliser ce projet. Mais j'estime que, comme la plupart des Congolais, qu'effectivement, il fallait réagir tout de suite parce que ce n'est pas une coquetterie de plus, c'est un problème important. Le Congo, manifestement, n'a pas pris le départ qu'on attendait. Et donc, s'arrêter un moment pour réfléchir sur les grands problèmes qui empêchent le Congo d'aller de l'avant me paraissait une urgence et une nécessité. Donc pour vous, l'opportunité était là. Est-ce que l'urgence, comme vous le dites, c'est hâte lentement? 4 mois après l'annonce, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est ça qui étonne, parce que c'est comme si l'initiateur lui-même n'en avait pas perçu l'urgence de ce qu'il avançait, parce que s'il était aussi conscient que nous, que c'était un problème urgent, eh bien, il aurait déjà certainement progressé. Est-ce que la crainte n'est pas seulement de voir, plutôt de voir que les politiques congolais, lorsqu'il y a ces types de rencontres, on a en tête directement le partage des postes? Oui, je crois qu'effectivement, le grand malheur du Congo, c'est que depuis 60, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 60 que, finalement, les postes s'obtiennent autour de ce genre de concertations, autour de ce genre de rencontres. À la table ronde, vous vous souvenez que dès qu'on a obtenu l'accord qui aurait l'indépendance au 30 juin, et que donc les postes étaient déjà à la portée de la main, ils sont tous partis. Alors que c'est à ce moment-là qu'on commençait les problèmes de fond, c'est-à-dire l'économie. Quel contenu donner à cette indépendance? Tout le monde était déjà parti. Donc, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes dans un noyau, dans un groupe qui va certainement être connu du public bientôt, où nous pensons que, pour une fois, il faut qu'on considère le partage du pouvoir, etc., comme une question secondaire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le Congo. Comment faire en sorte qu'enfin, aujourd'hui, le Congo soit effectivement au cœur des préoccupations des uns et des autres. Mais la communauté internationale s'est invitée au débat à travers l'accord. Cet accord, il est, la partie congolaise est invitée aux institutions. Peut-être que c'est dans cette logique-là que les autres attendent prendre part au festin national. Mais lorsqu'on vous parle de réformer les institutions, de revisiter votre architecture complète, c'est-à-dire que les réformes qu'il faut imaginer ne portent pas uniquement sur les institutions. C'est toute l'organisation politique, sociale et institutionnelle qu'il faut revisiter pour la rendre plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on vous dit que, par exemple, les compagnies minières ont versé des millions, près de 100 millions de dollars ont été publiés par les compagnies qui exploitent les mines, mais ce n'est pas arrivé au Trésor. Mais vous vous rendez compte de ça? Mais vous vous rendez compte de ça? Ça, c'est quoi? C'est la sous-organisation qui fait que, d'une part, les citoyens ne sont pas suffisamment outillés pour montrer à ceux qui gouvernent qu'on ne peut pas impunément dilapider les deniers publics comme ça, sans conséquence. Or, aujourd'hui, nous avons effectivement une constitution, des lois, des cours, etc. Mais comment se fait-il qu'on puisse dissiper près de 100 millions de dollars, les faire sortir du circuit officiel, alors que ces millions ont été effectivement versés, sans que cela ne prête à conséquence? Mais
Modeste Mbouingaba, est-ce que pour cela, il faut que les autres nous le disent? Est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas dresser le même constat, trouver nos solutions nous-mêmes? Si, mais c'est parce que justement, vous venez de le montrer vous-même qu'il y a des voix qui se sont élevées pour montrer qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Ça aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais lorsque ce n'est pas dit par quelqu'un ou par tel ou tel parrain extérieur, ça ne vaut rien pour ceux qui décident, pour ceux qui ont le pouvoir. Or, nous devrions considérer que le dialogue, c'est permanent, ça doit être permanent dans une organisation humaine qui fonctionne correctement. Le dialogue, c'est un État. Oui, alors, comment peut-on croire que nous allons faire de ce Congo un grand pays au cœur de l'Afrique si nous continuons à nous comporter comme des gens qui ne comprennent pas ce qui est fondamental? Alors, quel est le problème, Modeste Mbouingaba? Comment est-ce que nous n'arrivons pas, nous peinons, il faut le reconnaître. Le président de l'Assemblée nationale a mené des pré-consultations, mais nous peinons à matérialiser ce projet de concertation, dialogue. D'ailleurs, déjà la terminologie pose problème. S'agit-il d'un dialogue ou des concertations? Ça pose problème. Quel est le vrai problème, Modeste? Le vrai problème, c'est que nous arrivons très rarement à prendre de la hauteur lorsqu'il s'agit... Pourquoi? Parce que peut-être nous sommes trop terre à terre. Nous sommes bien formés, on a beaucoup de gens formés dans des très grandes écoles, on a des compétences dans ce pays, il ne faut pas le nier. Non, les gens formés, il y en a, et il y en a même un nombre suffisant, et même au-delà parce qu'ils sont à l'extérieur, la plupart, faute de débouchés valorisants à l'intérieur. Mais ce qui pose problème, c'est quoi? C'est que malheureusement, dans notre pays, la fonction des décideurs politiques n'est pas considérée comme la fonction la plus difficile. Chez nous, c'est la fonction la plus facile. C'est le chancelier Copam. Donc, n'importe qui, du jour au lendemain, peut devenir tout ce qu'on veut dans ce pays. Donc, on ne tient pas compte du fait que c'est la fonction la plus exigeante, non seulement sur le plan intellectuel et scientifique, mais aussi sur le plan moral et éthique. Donc ce sont les meilleurs d'entre nous qui devraient effectivement occuper les différents postes de responsabilité. Malheureusement, chez nous, on a tellement marchandisé la chose que ça devient celui qui a l'argent pour se faire élire député, et après il va manigancer, il devient ministre, et puis il récupère l'argent investi, etc. Oui. Mais comment faire pour casser ce cycle infernal qui se renouvelle régulièrement? Vous avez évoqué l'indépendance, il y a eu la rencontre d'Antananarivo, Coquillatville, Ovanium, tout cela, et même Sun City, pour reprendre la dernière rencontre à date, tout cela a abouti à un partage équitable et équilibré. Mais comment mettre un terme lorsque l'on sait qu'on vient de finir 2 cycles électoraux? On devait plutôt aller de l'avant et poursuivre avec les élections. Oui, mais pour aller de l'avant, il faut partir sur des bonnes bases. Là, les bases ne sont pas bonnes. Les bases n'ont jamais été bonnes, depuis 60 justement. C'est depuis 60 que la fonction des dirigeants a été dévalorisée. Parce que vous ne vous imaginez pas que vous savez qu'en 60, un simple tailleur de quartier est devenu administrateur des territoires. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un administrateur de territoire à l'époque de l'indépendance. Évidemment, aujourd'hui, tout ça est dévalorisé. Mais un administrateur de territoire, c'était au minimum un licencié. Au minimum, à l'époque coloniale, pour ne pas dire même un docteur en droit, etc. Donc, si du jour au lendemain, vous dévalorisez de cette manière-là toutes les fonctions de direction, vous pensez bien que vous finissez par banaliser ces choses-là. Donc c'est depuis 60 que tout ça est banalisé. Les gens qui devraient être aux commandes ne sont pas nécessairement les meilleurs d'entre nous. Je ne dis pas qu'en 60, on aurait trouvé des licenciés à mettre à tous les postes. On n'en avait pas. On n'en avait pas. Déjà, voilà encore un problème qui montre que nous n'avons pas suffisamment mesuré les conséquences de nos actes et de nos décisions. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de notre passé. Mais si nous voulons que cela s'arrête, nous devons maintenant construire notre avenir sur des bases plus exigeantes. Voilà, justement, sur des bases plus exigeantes, et là, c'est la question que je pose.
qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui peut constituer le menu de ce dialogue? Le menu de ce dialogue, pensons qu'il faut en toute rigueur et vraiment chercher à entrer en profondeur de tout ce qui doit se faire. D'abord, il faut changer la mentalité du Congolais. Donc, il faut imaginer des mesures et des réformes pour que la mentalité change. On croit que c'est tout ça, c'est quoi? C'est dans la rhétorique intellectuelle. Non! Vous savez que lorsque le général de Gaulle a dit désormais l'élection présidentielle c'est au suffrage universel direct. Mais ça a changé la mentalité du Français. Parce que du jour au lendemain, il devenait acteur principal. Alors que jusque-là, c'était d'abord la fonction de président de la République n'était pas aussi prestigieuse qu'avant, parce que c'était juste un rôle décoratif. Alors qu'avec la Ve République, le président de la République devient l'acteur principal qui dirige la nation. Et donc, pour changer la mentalité du Congolais d'aujourd'hui, il y a des réformes qui peuvent être menées pour que du jour au lendemain, il se retrouve face à des responsabilités nouvelles qu'il n'a pas aujourd'hui et qu'il prenne conscience qu'effectivement, il a un rôle majeur à jouer. Donc, il y a toute une série de réformes comme ça. Par exemple, passer du droit de vote au devoir de bien élire. Parce qu'on croit que le droit, mais le droit, lorsque vous n'avez pas intériorisé son contenu, vous ne savez pas en jouir de façon pleine. Or, lorsqu'on organise les choses de telle sorte que vous soyez placé en devoir de bien élire, parce qu'il y a des réformes qui peuvent être menées pour arriver à cela, eh bien à ce moment-là, les choses changent. Donc il y a comme ça toute une série de réformes qui peuvent être menées pour que le Congo de demain soit complètement différent du Congo d'aujourd'hui. Alors là, vous avez répondu à la question du quoi et qui doit prendre part à cette grande réflexion. Est-ce qu'il faut rééditer les exploits de la conférence nationale où on avait 3500 participants venus de tous les côtés, ou encore le dialogue intercongolais avec les belligérants? On n'en a pas aujourd'hui, à ce que je sache, à part le M23 et les groupes armés qui écument l'Est. Qui doit prendre part à cette concertation? Oui, je ne sais pas si vous avez fait attention, dernièrement, il y a un journal de la place qui a parlé, en reprenant M. Didier Moumengi, qui a dit on parle d'un dialogue scientifique et citoyen. Parce que justement... C'est qui est intéressant, c'est qui serait intéressant. Oui, parce que justement, aujourd'hui, on ne peut pas faire appel à ceux qui sont comptables de la débâcle du Congo. Je parle des 50 dernières années, moi je ne vise pas un régime ou un autre. C'est toute la classe politique, toute génération confondue, depuis 50 ans, qui est responsable de ce Congo d'aujourd'hui, à un titre ou à un autre. Chacun a sa part. Alors, convoquer de nouveau ces acteurs-là pour dire, bon, maintenant, comment on fait? C'est justement qu'ils puissent reproduire la même chose. Mais si vous y allez avec cette exigence de l'intelligence, de chercher ce qui peut nous sortir de là, donc vous allez plus faire appel à des gens qui ne sont pas dans les partis politiques principalement, sans pour autant dire que ceux qui sont dans les partis politiques sont tous disqualifiés. Non, mais c'est montrer que l'important maintenant, c'est de faire venir les Congolais qui ont effectivement à cœur la renaissance du Congo. Et qui ne mettent pas en avant, parce que ça peut obscurcir l'analyse, leur propre positionnement. Lorsque vous y allez, comme si vous alliez en campagne, pour vous faire accepter par l'un ou l'autre, ou par les uns ou les autres, vous n'aurez pas le temps de vous focaliser sur ce qui est capital, c'est-à-dire comment faire de ce grand Congo que toute l'Afrique attend. Parce que ça aussi, beaucoup de Congolais ne le savent pas. C'est 35 États sur les 54 que compte l'Afrique qui sont directement affectés par ce qui se passe ici. Autrement dit, aussi longtemps que nous continuons à patauger, eh bien, il y a au moins 35 États autour qui sont, d'une façon ou d'une autre, en train de patauger comme nous. Et qui attendent donc que nous puissions prendre l'élan du redressement pour qu'à leur tour aussi puissent suivre. Parce que la taille du Congo est telle que tout ce qui se passe ici touche pratiquement tous les pays d'Afrique noire. Alors, on reprend
ce que vous avez cité de Didier Moumengi, comment est-ce que vous l'expliquez, une rencontre scientifique et citoyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ce seraient des gens qui feraient appel à leurs connaissances scientifiques, mais aussi à leur engagement citoyen pour dire non, on a trop malmené ce pays, c'est notre pays, nous devons arrêter cela. Et en faisant cela, le fait de ne pas cibler tel ou tel groupe du pouvoir ou de l'opposition pour dire c'est vous les responsables, permettrait peut-être de créer ce mouvement d'ensemble, parce qu'il s'agit d'appeler tous les Congolais de bonne volonté qui ont effectivement à cœur la renaissance du Congo pour qu'on y réfléchisse à travers des pistes bien précises. C'est quelque chose d'assez facile finalement, à condition que les pouvoirs politiques laissent faire les fils de ce pays qui ont effectivement des choses à proposer pour en sortir. Laisse faire les fils de ce pays. Mais là, le choix risque d'être cornélien. Celui qui opérera le choix, c'est le chef de l'État, ou il pourrait s'entourer d'un comité préparatoire qui pourrait identifier. Il y a quand même 70 millions de Congolais. Oui. C'est un exercice pas facile. Oui, écoutez. Bon, déjà, vous savez bien que sur les 70 millions de Congolais, il y a très peu qui sont candidats à cela. Oui. Parce que ils savent tout simplement. Oui, très peu nombreux. Parce que si déjà, dès le départ, on montrait clairement que pour être éligible à cette grande rencontre, il faut qui ne finira pas au partage. Qui ne finit pas justement par ce partage-là. Déjà, si vous montrez que ce n'est pas de cela qu'il s'agit, ben, il y a beaucoup de désistements, une bonne quantité de gens qui vont être complètement... Absolument. Oui. Donc déjà, si vous montrez clairement qu'il ne s'agit pas d'aller partager le pouvoir, mais d'aller réfléchir sur comment faire en sorte que ce Congo, qui est finalement devenu la risée du monde alors que devrait être la locomotive de la région, comment faire en sorte que ce pays puisse enfin se mettre debout? Si vous montrez clairement qu'il s'agit de cela, quand il y a eu Sun City, nous avions écrit là-bas pour dire que ceux qui sont à Sun City, s'ils s'engagent tous, ceux qui acceptent d'entrer dans la transition donc, doivent dire qu'ils ne vont pas postuler, ils ne vont pas se porter candidat aux premières élections qui vont venir. Si on avait fait ça, les choses auraient pris une autre tournure. Oui, absolument. Parce que on est entré dans la logique du partage, même les institutions d'appui à la démocratie ont été parasitées par toutes les composantes et entités, et ces entités, ces institutions ont été paralysées, n'ont pas fait le travail qu'on en attendait. Donc si on veut qu'effectivement les choses se fassent proprement, il y a moyen de bien montrer que ce n'est pas pour aller partager le pouvoir, c'est pour aller sauver le Congo. Vous ne voyez pas, vous, que le Congo est malade. Vous ne voyez pas comment pouvez-vous accepter que ce pays, chaque jour, quand on fait les classements, dans tous les domaines, dernier. Or, le défi, justement, pour ce dialogue, c'est d'arriver à montrer que nous pouvons, par notre imagination, notre organisation, mettre en place un système qui nous permette d'atteindre un seuil de bonne gouvernance en tout. Parce que c'est ça le défi. Comment faire en sorte que Transparency dise que nous sommes les meilleurs, que les PNUD disent que nous sommes parmi les premiers, l'indice de développement humain, que Doing Business dise que nous sommes parmi les meilleurs, dire que l'OMS, ainsi de suite. Donc, il y a un seuil de bonne organisation que nous sommes capables de mettre en place, que nous n'avons pas voulu jusque maintenant mettre en place pour que demain, le Congo devienne un pays que tout le monde voudra avoir comme partenaire. Tous les investisseurs voudront tous venir ici parce qu'ils se diront, il n'y a pas un pays plus sûr que celui-là. Tout ça, c'est l'organisation que nous pouvons mettre en place. Nous avons cette intelligence-là de le faire, qu'on nous laisse le faire et le Congo sera différent déjà dans les 5 ans. Alors, ce qui me pousse à vous poser cette question, Modeste Mboningaba, ça veut dire que pour vous, ceux qui estiment qu'il faut plutôt lors des concertations avoir le M23 et les groupes armés font fausse route. Complètement, parce que justement, pour répondre à toutes ces revendications récurrentes, il y a un type d'organisation à mettre en place. Ce n'est pas d'aller négocier, parce que justement, en négociant, vous suscitez d'autres. Les autres se disent, tiens,
Donc pour qu'elle puisse vous... C'est la voie la plus rapide pour être enfin interlocuteur du pouvoir. Donc si on veut mettre définitivement fin à ce cycle-là, il faut réfléchir sur quel type d'organisation mettre en place pour que nous puissions maîtriser effectivement notre espace vital, parce que la maîtrise de notre espace, c'est ça qui manque. Quand vous êtes là où ils sont là, vous avez l'impression que l'État n'est pas là. C'est cette organisation que nous devons mettre en place qui permette à ce que, à tout endroit, à tous les points du territoire, à 2000 km, à la frontière de Kasumbalesa, d'Aru, je ne sais où, vous sentiez que l'État est là. L'État, ce n'est pas un monstre qui va être là comme ça, mais vous sentez sa présence. Parce que c'est le dernier représentant de l'État qui est là, vous sentez qu'il a un vrai pouvoir. Parce que c'est de cette façon-là que l'État se fait respecter. Moi, j'ai visité un pays voisin qui est considéré comme l'ennemi du Congo. Mais les symboles de l'État sont les endroits les plus modernes. Donc on vous montre, ça c'est la sous-préfecture 2. Ça c'est ceci. Vous dites, tiens, chez nous c'est l'inverse. Tout ce qui est État, c'est ce qui est en ruine. Les bureaux de quartier. Même dans la capitale ici, là où il y a des ministères, les secrétariats généraux, c'est des endroits délabrés, crasseux, etc. Donc l'État qu'il faut faire renaître est vraiment au cœur de cette renaissance du Congo. Alors Modeste Mboningaba, quelle catégorie du Congolais il faut avoir lors de cette importante rencontre? Plus de politique, plus d'intellectuels, je ne sais pas moi. Quel mélange, quelle mixture on peut produire à l'occasion? Oui, moi s'il m'était demandé de proposer comment dirais-je, une configuration, je proposerais qu'effectivement, il y ait des politiques, mais des politiques qui viendraient plus comme témoins de l'histoire. Pas pour orienter les débats, parce que s'ils viennent orienter, c'est pour qu'ils tirent toujours la couverture de leur côté, pour montrer qu'eux, ils sont au cœur de tout, alors qu'en réalité, eux, ils viennent juste pour témoigner effectivement de leur impuissance à conduire l'État de façon satisfaisante au cours des 50 dernières années. Et donc, conseiller peut-être éventuellement sur telle ou telle chose qu'il ne faut plus faire, parce que ça a été finalement une expérience malheureuse, mais pas pour qu'eux puissent dicter finalement l'orientation et la marche à suivre. Donc moi je considère que s'il y a 100 participants, les politiques pourraient représenter à peine 25%. Mais 75%, ce seraient des philosophes, des intellectuels, des gens, des créateurs, des gens qui ont d'abord la distance nécessaire par rapport au pouvoir pour analyser les choses sans animosité, mais aussi sans complaisance, et montrer pourquoi ça n'a pas marché, par quel bout faut-il prendre tel problème pour que une fois pour toutes la solution soit trouvée, qu'on ne puisse plus retomber dans les erreurs du passé. Donc la composition de cette importante rencontre, à mon avis, serait celle-là. 25% au maximum d'acteurs politiques, majorité opposition, parce qu'eux viendraient surtout pour témoigner et dire comment les choses n'ont pas marché. Et ceux qui sont, parce qu'il y en a quand même la jeune génération qui n'ont pas encore exercé, mais qui peuvent alors à ce moment-là apporter justement, soutenir cette grande réforme, cette grande... en fait, la renaissance de ce Congo, montrer que ce qui compte, c'est d'abord le Congo. Nous, les hommes, nous ne sommes que quantité négligeable par rapport au Congo lui-même que nous devons léguer à nos enfants. Alors, la durée de ces travaux, pour vous, Modeste, c'est un grand chantier qu'on va ouvrir là. Ça peut prendre combien de temps? 6 mois, 1 année? Non, je crois que c'est une question... C'est une question de méthode. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'avant même d'ouvrir les travaux, le plus important se fera avant. Parce que c'est avant qu'on va définir, préciser, lors du jour, les thèmes de référence, les grandes thématiques, les choses qu'il faut absolument régler. Et nous avons déjà réfléchi à ça. Je vous ai dit que nous sommes un groupe. Eh bien, nous avons à peu près 16 sous-points qui doivent absolument, si vous voulez, on peut y revenir la prochaine fois, point par point, pour bien montrer
quelles sont les choses qu'il faut absolument régler à l'occasion de cette rencontre, parce qu'une fois qu'on aura réglé ça, on aura fait l'essentiel, on aura jeté les bases d'une véritable renaissance du Congo. Alors, certains politiciens de l'opposition particulièrement saluent l'arrivée de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, pour eux, c'est la solution parce qu'elle va être en fait la médiatrice. Est-ce qu'on a besoin d'un médiateur pour réussir ces concertations? Oui, nous sommes devenus tellement faibles et tellement peu sûrs de nous que nous pensons que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Mais ça, c'est un signe que nous sommes effectivement, finalement, presque morts. Parce que si nous ne sommes pas capables de penser notre destin nous-mêmes, de nous regarder les yeux dans les yeux pour dire mais voici les choses qui n'ont pas marché, voici les choses pour lesquelles nous ne pouvons plus accepter que ça se reproduise. Mettons en place une sorte de charte qui puisse nous permettre, quel que soit le gouvernement qui vont se succéder, parce que nous sommes en démocratie, que nous puissions avoir des fondamentaux qui seront effectivement considérés comme notre patrimoine commun, de telle sorte que dans les 30, 40, les générations qui suivent, on sache que ce qui est fondamental, ce qui est essentiel pour nous tous, doit être considéré comme un patrimoine commun sur lequel nous devons tous nous asseoir. Nous tous nous asseoir et ainsi on pourra refonder cet État qui est laminé de toutes parts. Je ne vous le fais pas dire. Merci Modeste Mboningaba pour ces 30 minutes qu'on a passées ensemble. C'est moi qui vous remercie. Kosila lokola mingi mokili pasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e